instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie de Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël. Bonjour Aude. C'était la semaine de rentrée parlementaire marquée bien sûr par l'intervention française au Mali. Un débat sans vote a eu lieu mercredi à l'Assemblée et au Sénat. Tous les groupes parlementaires soutiennent l'entrée en guerre décidée par le président François Hollande. Mais des voix s'élèvent pour s'inquiéter de l'isolement de la France sur le terrain. Mariage pour tous, petit chahut cette semaine dans l'hémicycle avec des députés de l'opposition qui scandent référendum, référendum. De référendum, il n'en est pas question. L'examen du texte a eu lieu en commission des lois et le texte arrive dans l'hémicycle le 29 janvier. Enfin, François Hollande a prononcé ses vœux aux parlementaires et annoncé le programme. Une réforme constitutionnelle d'ici l'été, notamment sur le statut pénal du chef de l'État. Il y aura bien aussi une loi sur le non-cumul des mandats. Ce sera pendant le quinquennat. Pas de date précise. Ce n'est pas le moment, sans doute, de fâcher les parlementaires. Et avec nous pour commenter toute cette actualité, Bruno Le Roux, bonjour. Bonjour. Président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, député PS de Seine-Saint-Denis. Alors un petit peu comme l'exécutif, on peut dire que vous étiez, il y a encore pendant ces quelques mois, en apprentissage de l'exercice du pouvoir. On va voir comment vous vous en sortez, en tout cas ce qu'en pensent vos collègues députés. On écoute. Oui, moi je trouve que c'est un bon Le Roux, c'est un bon député, c'est un bon président. Il n'est pas facile, attendez, on est des adversaires politiques, mais c'est normal. Quand on a un adversaire, autant qu'il soit valeureux et capable. Étant moi-même président du groupe de la gauche démocrate et républicaine, j'ai forcément affaire à lui assez régulièrement, on échange. Je trouve qu'il conduit son groupe d'une main ferme. Vous me demandez de dire du bien de mon président. Donc je vais vous en dire du bien. Écoutez, Bruno Le Roux est un homme qui aime le débat, qui aime aussi le consensus. Donc il ne tranche pas dans le vif, il laisse les uns et les autres débattre, parler, prendre des initiatives. Il nous demande d'ailleurs de le faire. J'adore débattre avec Le Roux, car au moins c'est toujours direct et on se frite régulièrement. C'est un parlementaire aguerri, un adversaire politique, mais il n'est pas fondamentalement antipathique. Bon, vous avez entendu Bruno Le Roux, François Slama qui a interrogé tous ces députés, c'est plutôt élogieux. Alors, une question, qu'est-ce qui est le plus simple? Être le patron d'un groupe dans la majorité ou dans l'opposition? Ah mais dans la majorité. Vraiment? Mais la question, j'allais dire plus simple, parce que ça correspond à ce que l'on veut faire, on ne s'engage pas en politique pour être dans l'opposition. C'est plus dur à gérer quand même, les échos, il faut l'accepter d'être dans l'opposition. Moi je l'ai accepté pendant 10 ans, et je peux vous assurer que 10 ans c'est long. J'ai eu la chance de commencer ma responsabilité de parlementaire avec Lionel Jospin, avec Jean-Marc Ayrault, président de groupe. 5 ans dans la majorité, on apprend vite quand on est 5 ans dans la majorité. Et ensuite, je peux vous le dire, 10 ans dans l'opposition, quand on est confronté aux attentes de ses électeurs. Il y a des gens qui espèrent en vous, et à qui l'on dit, ben non, là je m'oppose, mais je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à réaliser ce que j'aimerais. Eh bien, c'est quelque chose d'assez frustrant. Et donc, moi, je suis heureux d'être aujourd'hui dans la majorité, parce que quand on est élu, c'est pour faire des choses. Il faut quand même ménager, du coup, la volonté gouvernementale avec les velléités, les volontés des députés qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais il faut très simple, quand même. Mais il faut tout simplement que chacun soit à sa place. Moi, j'ai voulu être président de groupe, vous le savez, parce que j'ai une relation au président de la République qui est une relation qui est plus que politique, plus que loyale. Je suis au service du président de la République depuis longtemps, sans pour autant être dans un rapport de soumission. Nous discutons de tout depuis des années, mais je veux qu'il réussisse son quinquennat. Et j'ai pensé très tôt que s'il gagnait, il fallait, à la tête de la majorité à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui soit capable non simplement de trouver les accords avec lui, d'être en loyauté parfaite, mais en même temps de vivre aussi sa vie, de faire vivre au groupe une vie qui est une vie normale pour peser sur les décisions, pour exister dans le débat politique. Et bien ça, je le fais en toute loyauté et je le ferai sur tous les débats. J'ai prévenu le gouvernement à mon arrivée. Ce sera le soutien. Nous soutiendrons, mais avec participation. Hors de question de ne pas avoir les débats, hors de question de ne rien dire. Parti Godillot.
Pas du tout. Bruno Le Roux, juste un mot. Il vous est arrivé d'en recadrer certains depuis ces quelques mois, notamment peut-être on pense aux jeunes députés qui ont envie d'avancer et à l'aile gauche du Parti socialiste aussi, qui s'est fait entendre largement. Mais je n'arrête pas. C'est une partie... Parce qu'on entendait, il cherche le consensus toujours. Mais bien entendu que je cherche le consensus, parce que moi je ne suis pas celui qui navigue dans le rapport de force permanent. De ce point de vue-là, j'ai beaucoup appris avec Jean-Marc Ayrault, avec François Hollande. Mais ça ne m'empêche pas de dire les choses et de ne pas en faire de publicité. Quand je suis avec un député dans mon bureau pour lui dire ce que je pense d'une initiative qu'il a prise ou d'une position qui a été la sienne, je ne fais pas de communiqué de presse derrière pour marquer un territoire ou pour marquer une fermeté. Donc quand Annick Le Petit dit il ne tranche pas toujours dans le vif, c'est pas vrai. Mais dans le vif, non, mais je tranche toujours. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas besoin parfois de trancher automatiquement dans le vif. Allez, on va dérouler ensemble, Bruno Le Roux, la semaine. C'est le principe de cette émission. Et on va commencer évidemment par la France en guerre au Mali. Forces aériennes et troupes au sol, la France a donc renforcé cette semaine les combats aux côtés de l'armée malienne pour stopper l'avancée des islamistes. Mardi, jour de rentrée parlementaire, les députés de tous bords manifestent leur soutien à l'offensive décrétée par François Hollande, mais avec déjà les premières inquiétudes sur l'isolement français. Jérémy Hartmann. Silence et recueillement dans l'hémicycle. Pour cette première séance de questions au gouvernement de l'année 2013, l'hommage de la nation au pilote d'hélicoptère tué au Mali vendredi, première victime française de la guerre débutée il y a 5 jours. Une guerre contre le terrorisme unanimement soutenue par la représentation nationale, sur les bancs de la majorité comme sur ceux de l'opposition. Je vous remercie. Lorsque les soldats français sont au feu, l'unité nationale n'est pas une option. C'est une nécessité absolue et un devoir pour tous. Un soutien des députés qui conforte l'exécutif dans sa décision d'intervenir sur place. Notre pays est uni dans ce combat. Il est uni dans ce combat contre les groupes terroristes. Et ce combat est un combat aussi pour nos valeurs. Et ce combat est un combat pour les valeurs des Nations Unies. L'intervention de la France bénéficie en effet du soutien de la communauté internationale. Mais pour l'instant, l'armée française est seule sur le terrain et les députés attendent plus qu'un simple soutien moral de la communauté internationale. Nous nous sentons quand même très isolés vis-à-vis de nos partenaires occidentaux et notamment européens. Il faut que l'on renoue avec ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire qu'une force africaine prenne le relais progressivement. Car la crainte principale reste celle de l'enlisement. Combien de temps les forces françaises doivent-elles rester sur place ? Pour quels objectifs? Les communistes font partie de ceux qui s'interrogent. L'intervention militaire ne règle jamais durablement la question. Il faut donc savoir quelle sera la solution politique. Demain, dans l'hémicycle, le chef du gouvernement devra répondre à ces questions, même si le débat prévu ne donnera pas lieu à un vote des parlementaires. Et justement, mercredi, lors de ce débat sans vote au Sénat et à l'Assemblée nationale, députés et sénateurs ont réaffirmé leur soutien à l'opération française, mais avec des inquiétudes de plus en plus affirmées. Écoutez Jean-François Copé qui s'exprimait à l'Assemblée nationale au nom du groupe UMP. Si je devais, Monsieur le Premier ministre, résumer d'un mot l'esprit qui nous anime, j'utiliserais ces mots soutien, mais vigilance, union nationale, mais questionnement. Et il me semble que la gauche de cet hémicycle pourrait être un peu plus respectueuse de ce qui convient d'appeler aujourd'hui la position d'union nationale, qui est celle que nous vous proposons, Monsieur le Premier ministre, parce que c'est l'intérêt supérieur de notre pays qui est en jeu et que la nation se mobilise contre le terrorisme, le djihadisme, la haine. Ce sont les valeurs de la République et c'est pour cela que nous sommes aux côtés du Président de la République et du gouvernement. Je vous remercie. Vous entendez les craintes, Bruno Le Roux. Fallait-il s'engager seul dans ce combat? J'entends les craintes. Mais à la question, fallait-il s'engager seul? C'est la question, en fin de compte, fallait-il s'engager? Parce que si nous n'étions pas intervenus au moment où il y a eu l'appel à l'aide du président malien, si nous avions attendu de réunir autour de nous une conférence pour savoir si nous y allions et avec qui, alors les djihadistes, alors les terroristes auraient pris Mopti, alors les terroristes auraient pris le Mali. Alors les terroristes auraient marché sur Bamako. Cette avancée des islamistes, elle n'est pas nouvelle, on la connaît depuis longtemps, on sait depuis longtemps la menace. Mais il n'était pas passé du nord au sud. Oui. Et d'ailleurs, depuis plusieurs mois, nous menons
aux Nations Unies avec une première proposition de résolution, la 2071, avant la 2085. On dit que la résolution n'était pas forcément très bonne. Et c'est pour ça que personne ne voulait avancer. Nous essayons surtout de faire en sorte de mobiliser une communauté internationale qui a mis le voile sur cette question malienne. Et nous essayons depuis plusieurs mois, par un travail diplomatique, de faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités. L'Europe, d'ailleurs, est intervenue sur la formation de l'armée malienne. Mais pas pour le combat. Elle ne veut pas aller sur le terrain avec vous. Écoutez, moi je prends les choses dans l'ordre. Je dis d'abord que nous ne sommes pas isolés dans le sens où nous avons le soutien total de la communauté internationale. Nous intervenons sur un mandat des Nations Unies et je n'ai entendu personne dans la communauté internationale dire que nous n'intervenions pas à bon escient. Deuxième élément. Pour l'instant. Je pense que ça va durer. Il n'y a pas de raison que ce consensus cède. Ensuite, nous répondons à l'appel du peuple malien. Si nous n'étions pas intervenus, il y aurait aujourd'hui une situation absolument terrible avec un pays qui serait sous la coupe, sous le joug des terroristes. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la résolution 2085 de l'ONU, en charge non pas de faire un conflit et de mener un conflit qui n'a pas de fin, de faciliter la mise en place d'une force qui s'appelle la MISMA, qui est une force africaine sur laquelle je souhaite que nous soyons rejoints par d'autres pays, et notamment des pays européens, pour participer aujourd'hui aux pays européens pour qu'ils s'engagent avec vous sur le terrain militaire. Mais je le fais depuis plusieurs jours. Je dis aux pays européens qu'il n'y a pas de séparation des fonctions et que les uns ne peuvent pas être dans l'humanitaire quand les autres seraient dans le militaire, que les uns ne peuvent pas être dans la fonction logistique quand les autres seraient dans le développement, et qu'il faut que chacun participe à toutes les étapes de l'intervention. Bruno Le Roux, si le conflit dure plus de 4 mois, le Parlement sera saisi, hein, c'est la règle. Est-ce que vous conditionnerez votre soutien à l'intervention à justement une aide européenne ou dans le cadre de l'ONU ? Entendons-nous bien, le soutien à l'opération, il est conditionné au respect des objectifs de l'opération. Ce n'est pas parce que nous serions seuls et nous ne serions pas rejoints par d'autres que je mettrai en doute la pertinence de l'intervention française. J'espère d'abord, et je souhaite, je l'ai demandé au gouvernement lors du débat, que nous n'attendions pas 4 mois pour que l'Assemblée soit associée. Ce qui s'est passé en Afghanistan ces dernières années doit nous donner une leçon. Le Parlement a petit été évincé de suivi de ce qui se passait, jusqu'à ce que nous nous questionnions, à bon escient d'ailleurs, pour savoir si les buts étaient toujours respectés. Eh bien, je souhaite que ce soit différent aujourd'hui sur cette intervention Mali. Que vous soyez saisi avant les 4 mois de conflit ? Bien sûr, et j'ai demandé d'ailleurs au Premier ministre... Vous avez une réponse d'ailleurs sur cette... Oui, j'ai demandé au Premier ministre qu'il puisse y avoir toutes les semaines, cela va se mettre en place à partir de la semaine prochaine, une réunion, soit de la Commission des Affaires étrangères, soit de la Commission de la Défense, avec les ministres concernés, pour que chaque semaine nous puissions avoir un point sur l'avancée du conflit et pour vérifier le respect des buts qui ont été fixés par la France dans le cadre de cette résolution. Jean-Yves Le Drian sera auditionné chaque semaine par les parlementaires. Jean-Yves Le Drian ou Laurent Fabius, nous allons faire en sorte que toutes les semaines il puisse y avoir des auditions et qu'il puisse y avoir des ministres qui viennent devant le Parlement. Une crainte également aussi que ça se termine un petit peu comme ce qui s'est passé en Algérie avec la multiplication des prises d'otages. Et nous sommes face à des terroristes. J'ai souhaité, moi, les qualifier dans le discours que j'ai fait en soutien à la politique du gouvernement. Des terroristes, c'est des gens qui prennent des gens en otage. Ce sont des gens qui asservissent des femmes, qui mutilent des enfants, qui tuent ceux qui n'acceptent pas leurs règles et qui tuent ceux qui n'acceptent pas ce qu'ils leur demandent. Et donc c'est une vraie crainte que ça se multiplie finalement. Les répercussions de cette guerre, c'est ça pour la France. Mais le terrorisme, c'est le terrorisme. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile, peut-être même militairement, à affronter que l'armée d'un pays que l'on veut combattre pour les faire reculer. Nous avons là quelque chose de très divers, qui peut se fondre ici dans la population, qui peut mener des attaques à plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est bien pour ça qu'il nous faut mobiliser nos forces sur le terrain, mais les services de renseignement, la coopération internationale entre les pays qui aujourd'hui ont des services de renseignement, c'est tout cela que nous mettons en place aujourd'hui pour protéger les Français, mais plus globalement pour protéger la démocratie. Bruno Le Roux, on va parler bien sûr du chef de l'État qui a changé un petit peu de ton, beaucoup plus martial, en tout cas l'air beaucoup plus grave. Écoutez François Hollande. Cette décision que j'ai prise vendredi dernier était nécessaire. Si ce choix n'avait pas été fait, la question ne serait plus de savoir quand, puisqu'il serait trop tard. Le Mali aurait été conquis entièrement et les terroristes seraient aujourd'hui en situation de force. Le chef de l'État qui a évidemment le tas de chef des armées, qui prend le costume de chef de guerre. Vous qui connaissez bien François Hollande, il a réussi là à prendre ce nouveau costume ? C'est une décision
exceptionnellement grave que d'engager son pays. Et il faut bien entendu avoir des convictions, une analyse de la situation, une force, dégager une force vis-à-vis des Français. Il l'a fait, mais moi je n'avais pas de doute. Cela a pu surprendre certains. Je savais, je l'avais dit depuis plusieurs mois, bien avant l'élection. Mais quand on est confronté à cette situation auquel le pays n'avait pas été confronté avant, j'ai entendu des analyses sur le thème. François Hollande est président de la République, pleinement il le devient. Moi je n'avais aucun doute sur la force, sur la préparation qui était la sienne et sur le fait que dans tous ces moments-là, il saurait être à la hauteur de ce que commandait la population, la situation et ce que souhaitait la population. Le plus dur est sans doute à venir, Bruno Le Roux. Et tout, dans un mandat, dans un quinquennat, le plus dur est toujours devant nous. Et quand nous engageons notre pays dans une guerre, bien entendu, le plus dur on peut se retourner, évidemment, mais parce qu'il y a des soldats qui se battent. Et moi, je pense, le premier jour de ce conflit, Damien Boiteux, dans son hélicoptère, de façon héroïque, pour survoler, pour s'approcher des terroristes qui a été touché par une balle. C'est une décision qui est difficile à prendre que celle de faire rentrer un pays dans un conflit. Mais en même temps, c'est au chef des armées, c'est au chef de l'État que l'on demande de prendre cette responsabilité. Et je le dis, François Hollande l'a fait avec toute l'analyse qui était nécessaire, avec toute la détermination qui était nécessaire, et ce qui montre bien que, quel que soit ce que l'on peut entendre depuis quelques mois, il est sur toutes les dimensions, et il est bien entendu totalement président de la République dans toutes ses dimensions, avec toute la force qui doit être nécessaire pour ce poste. Allez, on va passer maintenant au mardi, le mariage pour tous comme une mini-manif dans l'hémicycle. Après le succès de la manifestation des opposants au mariage pour tous, la droite réclame toujours un référendum. Alors en ce mardi, le sujet anime la séance des questions au gouvernement, alors que la commission des lois se penche sur l'examen du texte. Yohann Rolla. Allez, après la marche de dimanche dernier, une autre manifestation dans l'hémicycle. Allez, s'il vous plaît. Allez. Immédiatement synonyme d'incident de séance. Vous qui avez été élus, assumez le débat ici, plutôt que d'être dans ce comportement infantile. Pour l'opposition, pas question de passer à côté de ce coup de pression sur la majorité. Il y a quelques jours, la garde des Sceaux qualifiait le mariage pour tous de réforme de civilisation. Bien au-delà donc du mandat de député selon Henri Guénaud. La majorité ne cesse de nous le répéter, causer, causer encore, causer toujours, on fera ce qu'on veut. Quel parlementaire a reçu un mandat du peuple pour faire une réforme de la civilisation? Aucun d'entre nous. Autre revendication d'une partie de l'opposition, être reçu en tant que parlementaire opposé au projet de mariage pour tous par François Hollande. On ne demande pas à y aller tous, on demande à ce qu'il en reçoive quelques-uns qui représentent l'entente parlementaire. Il a reçu des associations qui représentent ceux qui sont pour le mariage pour tous et pas beaucoup de ceux qui sont contre le mariage pour tous. Commission des affaires sociales, commission des lois, une avalanche d'amendements se profile. L'opposition voudrait faire durer les échanges, la majorité refuse de passer en force. S'il y a obstruction de la part de nos collègues de l'UMP, eh bien, nous leur répondrons. Nous avons prévu notre temps. Les opposants au mariage pour tous disposent encore d'une quinzaine de jours pour tenter d'amplifier leur mobilisation. 15 jours avant le début de l'examen du projet de loi dans l'hémicycle. Alors Bruno Le Roux, on vous a vu batailler là, au milieu du chahut de l'opposition. Plus de 180 parlementaires à ce jour ont signé l'appel au référendum qui a été lancé par Henri Guénaud. Donc vous résistez toujours? Ce n'est pas que je Pas de résiste. référendum. D'abord, la garde des Sceaux a très bien expliqué pourquoi, ils le savent bien d'ailleurs ces députés, pourquoi sur ce sujet-là, sujet de société, il n'est pas possible d'organiser un référendum. Ensuite, il y aurait pu y avoir un référendum d'initiative populaire, vous savez, on en parle depuis des années. Sauf que c'est la précédente majorité qui, après l'avoir dit, ne l'a pas mise en place et n'a pas fait voter les textes qui permettraient de l'organiser, alors que c'était une idée du président de la République. Et enfin, c'est le président de la République qui peut convoquer un référendum. Il l'a dit, il ne le convoquera pas. Parce que ce n'est pas possible d'abord constitutionnellement, et ensuite parce qu'il considère que c'est au Parlement de prendre ses responsabilités sur une proposition qui a fait partie, c'est l'engagement 31 des 60 engagements qu'il a pris devant les Français. Et donc maintenant, une preuve de fermeté qu'il a voulu démontrer François Hollande? C'est pas une preuve de fermeté, c'est tout simplement qu'il y a un programme qui était connu, un engagement qui est celui depuis longtemps défendu et sur lequel il y a un débat dans notre pays depuis des années, mais enfin... Nous ne sommes pas ici dans un pays qui ferait avant tout le reste cette mesure.
Nous sommes à la traîne. Vous n'entendez pas la rue par rapport au nombre de manifestants. Mais nous entendons la rue. Il y a toujours ce courant en France qui refuse les grandes avancées de société. J'ai fait un petit film il y a quelques jours que j'ai mis en ligne. J'invite ceux qui nous regardent à aller le voir sur le site des députés socialistes pour montrer que pour le Pacs, c'était exactement la même chose, exactement les mêmes débats, exactement la même France. Exactement la même chose à l'Assemblée et au Sénat que pour le Pacs. Mais bien sûr, nous allons voter. Alors, il n'y aura pas le problème qu'il y avait eu sur le Pacs par manque de mobilisation. Mais moi, je le dis aux députés de droite. Plutôt que de faire, quand il y a des caméras, des incidents de séance tels que demander un référendum, plutôt que de demander un référendum qu'ils savent qu'ils assument le débat. Moi, je vais vous le dire, je ne les ai pas trouvés très vaillants en commission. Je ne les ai pas trouvés faisant il y a eu la valoir les résistance choses. quand même. Il va y avoir des centaines d'amendements. Donc le texte arrive fin janvier, il y aura des centaines d'amendements. Est-ce que vous garantissez à ces députés de l'opposition qu'ils auront leur temps de parole, qu'il n'y aura pas de temps programmé et que le débat qu'ils réclament aura au moins lieu dans l'hémicycle? Je leur garantis que nous n'utiliserons pas ce qu'ils ont mis en place dans le règlement de l'Assemblée pour faire en sorte que nous ne puissions pas débattre quand nous étions dans l'opposition. Car enfin, je le rappelle, c'est ceux qui nous demandent le débat aujourd'hui qui ont mis en place un nouveau règlement de l'Assemblée avec ce qu'on appelle le temps programmé, qui est que l'on met un sablier et que l'on empêche l'opposition à un certain moment de parler. Eh bien moi, je leur garantis le débat. Parce que je le disais il y a 1 an ou 2 ans, la place du débat c'est à l'Assemblée, donc nous ne le limiterons pas. Et donc je leur fais un appel. Arrêtez de demander le référendum, prenez vos responsabilités, débattez, et pour le reste, que M. Guénon ne se plaigne pas qu'il y ait une majorité et que cette majorité soit capable au bout du compte d'imposer ce qui est sa vue et son programme. Lui qui pendant 5 ans a été sourd à toutes les manifestations quand il était conseiller du président de la République, venir nous faire aujourd'hui quelque chose sur l'illégitimité du Parlement ou sur le fait qu'il y aurait une majorité mais que cette majorité ne serait pas légitime, c'est quand même cocasse. Un mot de la PMA, la procréation médicalement assistée. Vous aviez vous-même insisté pour qu'elle fasse partie du texte du mariage pour tous. Finalement, on connaît la suite, elle a été retirée. Est-ce que, avec le recul, vous reconnaissez que c'était une erreur stratégique? Pas du tout. Pas du tout. C'est ce qui a permis d'ailleurs qu'un second texte soit annoncé. Moi, j'y tiens. Ça a permis la mobilisation de l'opposition aussi. La mobilisation de l'opposition, elle se faisait qu'il y ait la PMA ou qu'il n'y ait pas la PMA. Je n'ai pas vu beaucoup de pancartes dans la manifestation contre la PMA. J'en ai vu contre le mariage, contre l'adoption, et il y aurait eu exactement. Ça a été retiré juste avant. Ça a été retiré, mais ça n'a pas été retiré. Ça a été retiré du texte. Nous avons annoncé que nous allions le mettre dans un texte qui va arriver au mois de mars. Est-ce que vous aurez la garantie qu'il va vraiment avoir lieu ce débat? J'ai la garantie du Premier ministre que la question de la PMA serait dans le texte déposé au mois de mars. Et c'est à cette unique condition que j'ai accepté de retirer du texte mariage, parce qu'il me semblait que le texte dit sur la famille était un meilleur texte juridiquement pour que cela prenne place, et donc c'est à cette unique condition que j'ai accepté de différer de 2 mois cette question de la PMA. On parlait de l'opposition, on va encore en parler un tout petit peu. Cette semaine, l'UMP a son nouvel organigramme, la version 2013, une nouvelle équipe s'installe avec les fillonistes, les copéistes. Une union, mais pour combien de temps? Julie Hulin. Ils sont arrivés chacun de leur côté, copéistes, puis fillonistes. Et quelques minutes plus tard, c'est l'heure sur scène du grand rassemblement. La famille UMP tout sourire, 2 mois après une crise sans précédent. Un seul visage, et pas des moindres, manquait pourtant sur la photo, celui de François Fillon, pris, selon son entourage, par un engagement personnel de longue date. Mais je crois que nous avons les uns et les autres parfaitement compris que ce que nous avons vécu ensemble ces dernières semaines et le spectacle que tout cela a donné devant les Français commande maintenant un esprit de rassemblement total. Fini donc le RUMP, groupe dissident à l'Assemblée, et bonjour le nouvel organigramme avec comme règle le binôme. À chaque échelon, un copéiste et un filloniste travailleront ensemble. Ainsi, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse intègrent la direction du parti aux côtés de Luc Châtel et Michel Tabarot. Vous l'avez vu tout à l'heure, tout le monde est ensemble, tout le monde est rassemblé, certains même se sont touchés, donc ça veut dire que tout va bien. Moi, je ne m'impose pas d'aimer les gens qui sont dans le même parti que moi. Et je ne leur demande pas de m'aimer, parce que c'est trop. On n'a pas décidé de tous se paxer. Jean-François Copé et François Fillon coprésideront eux la commission d'investiture du parti en vue des municipales de mars 2014. Ils géreront également la commission chargée de réécrire les statuts de l'UMP. La nouvelle équipe devra faire fonctionner le mouvement jusqu'au nouveau vote des adhérents en septembre 2013. Alors Bruno Leroux, il y a donc la dissolution du RUMP à l'Assemblée nationale, le groupe monté par les fillonistes. C'est mieux comme cela?
En tout cas, ça va figurer dans le Guinness Book des records, puisque jamais il n'y a eu dans une démocratie, je crois en tout cas dans la démocratie française, un groupe qui si peu de temps apparaisse dans une assemblée et disparaisse ensuite. Ça montre bien qu'on s'est servi à des fins partisanes du règlement de l'Assemblée nationale. Je l'avais dit, je le regrette parce que cela a entraîné une confusion, cela a entraîné beaucoup de problèmes dans le fonctionnement de l'Assemblée, mais je suis heureux aujourd'hui que le grand parti de l'opposition retrouve une capacité à s'unir. Autant de temps de parole en moins, finalement, un groupe en moins. Pas une question de temps de parole en moins, c'est une question de confusion. Quand il y a deux groupes dont on ne voit rien, si ce n'est des problèmes de personnes qui puissent les séparer, je pense que ce n'est pas une bonne image de la vie publique de notre pays. Ils vont être bientôt de nouveau en campagne, puisque l'élection du président de l'UMP, c'est pour septembre prochain. Est-ce que réellement ça va être un parti d'opposition ou est-ce qu'ils vont être en opposition interne? Ça fait tellement longtemps qu'ils montrent que leur préoccupation essentielle n'est pas la vie des Français, que vous savez, ils peuvent encore continuer plusieurs mois comme cela. Bon, on va passer au mercredi. François Hollande évoque le non-cumul des mandats, mais sur la pointe des pieds. En ce mercredi, François Hollande présente ses vœux aux parlementaires, très attendus sur le thème qui fâche, le non-cumul des mandats. Le président confirme qu'il y aura bien un projet de loi qui concernera tous les parlementaires, mais il ne donne pas de date. Prudence, c'est un sujet de Jérôme Rabier. Ferme et déterminé, François Hollande réaffirme sa volonté de mettre fin au cumul des mandats pour les parlementaires. J'ai donc demandé au Premier ministre de préparer un projet de loi pour en terminer avec le cumul entre un mandat national et un mandat exécutif local. Cette règle concernera l'ensemble des parlementaires. Elle s'appliquera quelle que soit la taille de la collectivité locale concernée. L'ensemble des parlementaires, c'est-à-dire pas d'exception pour les sénateurs qui sont les plus réticents, y compris dans la majorité. Le président du groupe socialiste François Rebsamen ne s'est d'ailleurs pas déplacé. Une absence remarquée chez les défenseurs du texte. C'est vrai que, comme on savait que le président de la République allait intervenir sur la question du non-cumul des mandats, bien certains s'y étaient préparés, mais c'est la volonté du président de la République. Et comme souvent, il paraît qu'on nous dit « Ah, mais les écologistes, vous n'êtes pas toujours d'accord avec le président de la République », ça me permet de réaffirmer ce jour, après les vœux du président de la République, notre soutien total pour la rénovation de la vie publique. Pour trouver des opposants, il fallait donc s'adresser à l'UMP, pour qui cette future loi est une absurdité. On ira vers une assemblée qui sera une assemblée d'apparatchiks, déconnectés du terrain et qui seront des gens qui seront finalement représentatifs des partis politiques mais pas de la réalité du terrain. Les débats promettent donc d'être animés. En contrepartie, le président de la République a affirmé qu'un texte sur le statut de l'élu serait proposé. L'idée, c'est que ce texte soit d'abord élaboré après une période de concertation, y compris en parlant de la question du statut de l'élu, avec une inscription au Parlement, disons dans les 6-7 mois qui arrivent. Un examen au Parlement en 2013, mais reste à savoir quand la loi entrera en vigueur. Certains élus espèrent sa mise en place pour les municipales de 2014. Sans trop s'avancer, François Hollande promet simplement qu'elle sera effective avant la fin de son quinquennat. Donc bon, le flou est un peu artistique, on ne connaît pas vraiment la date. Est-ce que réellement ce non-cumul s'appliquera dès les élections locales de 2014 ? Je peux vous dire, moi, la volonté du président de la République, j'en ai discuté avec lui. C'est que cette réforme sur le non-cumul soit votée rapidement et qu'elle puisse s'appliquer le plus vite possible. Donc dès 2014. C'est-à-dire dès les élections de 2014 et de 2015. Mais pour cela... Avec un projet de loi, comme le dit le ministre, dans le premier semestre de 2013. Oui, je pense que le Premier ministre va faire des consultations. Là, il va nous proposer très très vite un projet de loi pour que nous puissions, bien entendu, en débattre avant le renouvellement de 2014, les élections municipales, et le mettre en application. Mais pour cela, il faut que nous trouvions une majorité un peu plus large, puisqu'il y a nécessité à réviser la Constitution. Et donc chacun devra prendre ses responsabilités. L'opposition... Vous en faites appel à l'opposition, à l'UDI, l'Union des démocrates indépendants de Jean-Louis Borloo. Je pense que c'est une réforme qui va permettre, qui est une pierre angulaire de la rénovation de notre vie publique. Et qu'aujourd'hui c'est souhaité par les Français, cette rénovation très profonde et le non-cumul. Et donc j'appelle tous les parlementaires à s'engager résolument dans cette voie. Et je le dis, si jamais nous étions bloqués par une absence de soutien de l'opposition. Il faut préciser peut-être pourquoi il faut une réforme constitutionnelle. C'est pour que des suppléants puissent remplacer les députés à l'Assemblée nationale s'ils choisissaient en 2014 ou en 2015 leur mandat local. Si nous ne pouvions pas faire cela, alors la réforme s'appliquerait avec un peu de retard, mais en tout état de cause, elle s'appliquera avant la fin du quinquennat de François Hollande. Alors ça, c'est pour les députés, mais qu'est-ce que vous faites des sénateurs
très nombreux des sénateurs socialistes qui disent cette loi, nous, on n'en veut pas. D'abord, je les appelle à respecter le programme qu'ils ont défendu dans la campagne présidentielle, qui quand même faisait de cette proposition un élément important, de respecter la décision de leur parti, de ne pas être dans une mauvaise explication. On peut très bien avoir un ancrage local, on peut très bien être en discussion avec les Français sans pour autant détenir un mandat local. Être député ou être sénateur, ce n'est pas être coupé de la réalité. Et on a des terrains, on a des départements, on a des circonscriptions. Et donc je leur dis en tout état de cause que ce serait mieux que nous cheminions ensemble, puisque de toute façon, au bout, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et que je préférerais un vote commun. Sauf dans la réforme constitutionnelle. Non, dans la réforme constitutionnelle, bien entendu, mais la réforme constitutionnelle qui permettrait aux suppléants de remplacer les députés à l'Assemblée nationale, j'espère bien que les sénateurs qui n'ont aucun intérêt dans cette affaire ne s'y opposeront pas. Et vous discutez un petit peu avec François Rebsamen, qui est votre homologue au Sénat, qui lui est foncièrement hostile. Mais nous avons les meilleures relations avec François Rebsamen, et il sait bien que le cumul des mandats est une réforme inéluctable, souhaitée par les Français. Il est face à un groupe qui, comme beaucoup de sénateurs, défend aujourd'hui notre position. Et moi, je les appelle à nous rejoindre et à faire en sorte que nous cheminions ensemble. Faut-il rappeler quand même que c'était un vœu de Martine Aubry, la réforme du non-cumul des mandats. François Hollande, il était cumulard. Il était président du Conseil général, maire de Tulle. Il n'était pas forcément d'accord avec cette proposition. Il l'a voté. Il l'a voté quand Martine Aubry l'a proposé. Il l'a repris dans son programme présidentiel et il pense que c'est aujourd'hui un élément important. Non, parce qu'il pense que c'est un élément important de la rénovation et puis peut-être aussi, cela peut amener certains à réfléchir parce qu'il est soucieux des prises de position qui ont été celles de son parti avant l'élection présidentielle. Alors, dans la prochaine réforme constitutionnelle, il sera également question de mesures peut-être beaucoup plus consensuelles. Les anciens présidents ne siégeront plus au Conseil constitutionnel. Le statut pénal du chef de l'État sera réformé et la suppression notamment de la Cour de justice de la République. On va écouter à ce propos François Hollande. Cette concertation permettra, parce que c'est nécessaire, de rechercher sur chacun de ces points la majorité requise pour mener à bien cette révision, c'est-à-dire la majorité des 3/5. Et dès lors que ce résultat pourra être envisagé, ce texte sera soumis au vote du Parlement, réuni en congrès d'ici l'été. Bruno Le Roux, sera peut-être plus facile de réunir les 3/5 sur ces textes-là que sur le non-cumul des mandats concernant les députés. Jean-Marc Ayrault va en tout cas en essayer de faire la démonstration, essayer d'en faire la démonstration dans les prochaines semaines, puisqu'il va consulter tous les partis politiques et tous les groupes politiques pour savoir si tous sont prêts à s'engager sur ces réformes qui sont encore... Il n'y a pas grand-chose à perdre dans cette bataille, en tout cas sur une réforme constitutionnelle concernant le statut pénal. Non, mais nous avons besoin, par exemple. Mais j'espère, en tout cas moi je le pense, je pense que nous devons clarifier le statut pénal. Je pense que nous devons faire en sorte que les anciens présidents de la République ne siègent pas. On voit bien ce qui va se passer là, à juger en même temps des choses qui concernent un ancien président de la République qui est membre du Conseil constitutionnel. Mais François Hollande prend quand même la précaution de dire que ça ne s'appliquera qu'à partir de lui. Et que ce n'est pas rétroactif, que cela n'est pas une mauvaise manière faite ni à son prédécesseur, ni à ceux qui étaient là avant. Et je pense que sur ces réformes, nous pouvons trouver une majorité large. Vous parliez de promesses. Le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'était aussi une promesse. Là aussi, il vous faut la majorité des 3/5 pour pouvoir la mettre en place. Bien sûr. J'ai demandé à Jean-Marc Ayrault s'il pouvait, ce qu'il a accepté, dans les discussions sur la réforme constitutionnelle, demander à chacun des groupes politiques s'il était prêt à s'engager dans cette réforme, soit en tant que groupe, soit laisser la liberté de vote à ses membres, de façon à ce que nous puissions juger s'il y a une majorité possible ou pas. Aujourd'hui, les déclarations de la droite montrent que la majorité, la droite a montré ces dernières semaines que malgré un certain nombre de propos qui avaient été tenus toutes ces dernières années, elle était sur une position qui était d'empêcher la réalisation de cette réforme, et je le regrette. Donc vous envisagez quand même de faire passer ce droit de vote des étrangers dans le congrès qui serait réuni avant l'été? S'il y avait une majorité. Ça vous semble éventuellement envisageable s'il y a une majorité? Mais bien entendu, s'il y a une majorité, je souhaite que cela soit adopté le plus vite possible. Donc c'est un congrès où vous allez essayer de faire passer beaucoup de choses quand même. Oui, et nous ne pourrons faire passer d'éléments de restructuration de notre vie publique, de notre Constitution, que sur la base d'un consensus large. Et c'est pour cela qu'il faut ce travail de consultation qui est mis en œuvre par Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, aujourd'hui. Allez, on va passer au jeudi. Séminaire sur l'emploi à Matignon sur fond de crise chez Renault.
Alors évidemment, l'annonce a fait l'effet d'un coup de massue. Renault annonce 7500 suppressions de postes d'ici 2016. Le ministre Arnaud Montebourg se réjouit qu'il n'y ait ni fermeture de sites ni licenciement. Un point de vue que ne partagent pas les syndicats. Rim Benhamer. Nouveau coup dur pour l'automobile française. Après Peugeot, c'est au tour de Renault d'annoncer des suppressions de postes, 15% des effectifs en moins, soit 7500 emplois supprimés d'ici à 2016. Mais pas de fermeture d'usines ni de licenciement sec. La marque aux losanges ne remplacera pas les départs à la retraite et incitera aux départs anticipés. L'État, actionnaire à plus de 15%, se félicite de la méthode choisie. Les lignes rouges que le gouvernement a fixées, premièrement, c'est pas de plan social, pas de licenciement. Cette première ligne rouge est respectée. Deuxième ligne rouge, pas de fermeture d'usine, pas de fermeture de site. Cette deuxième ligne rouge est respectée. Depuis novembre, direction et syndicats de Renault négocient des accords de compétitivité. Carlos Ghosn exige des salariés des sacrifices, alignement du temps de travail et mobilité forcée. En échange, il promet qu'en cas d'accord, pas de fermeture de site, un chantage pour les syndicats qui se sentent abandonnés. C'est vrai que de demander à des personnes de partir à plus d'une heure et demie, voire 3 heures de leur domicile pour aller travailler, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de cette chose-là. Le gouvernement avait dit qu'il allait se battre contre le chômage. C'est des menteurs, ils sont complices. Ils laissent faire un groupe comme Renault. Des débrayages sont prévus sur les différents sites de Renault et une journée de mobilisation aura lieu mercredi prochain. Alors on a connu Arnaud Montebourg beaucoup plus offensif sur d'autres dossiers. Est-ce qu'il n'est pas un peu optimiste? Là, il se réjouit finalement qu'il n'y ait pas de licenciement sec. Il ne se réjouit absolument pas du tout. Il a donné les 2 lignes rouges du gouvernement. Mais enfin, est-il utile de rappeler, sans que les choses n'apparaissent de trop, que nous sommes dans une crise économique, crise mondiale, et que cette crise est renforcée sur le secteur de l'automobile. Et il suffit de voir les chiffres sur l'année 2012, de voir pour les chutes des ventes, pour voir qu'il y a aujourd'hui dans cette industrie non simplement une baisse de la demande, mais en même temps des entreprises, notamment les entreprises françaises, qui par les choix qu'elles ont fait ces dernières années, c'est peut-être un peu plus visible pour Peugeot, Citroën que pour Renault, mais souffrent encore plus que d'autres entreprises. Et donc, quand on dit qu'il y a dans cette période de crise une restructuration qui préserve les sites qui sont dans notre pays et qui dans le même temps n'entraîne aucune suppression d'emplois, je pense qu'on ne peut pas se réjouir, mais que dans le même temps, on peut dire que les lignes rouges n'ont pas été franchies et qu'aujourd'hui, ce qu'il convient, c'est de faire en sorte que dès la sortie de crise, ces entreprises puissent retrouver de la capacité à conquérir de nouveaux marchés, à sortir de nouveaux modèles et à redévelopper l'emploi. Carlos Ghosn, le patron de Renault, dit que l'avenir tel qu'il est aujourd'hui de la marque est en péril, très clairement. Mais il dit qu'il y a une crise automobile. C'est pour ça qu'il demande ce plan compétitivité. Oui, et dans le même temps, nous voulons discuter avec lui pour faire en sorte que ce plan compétitivité, qui est normal, nous parlons de la compétitivité des entreprises, ce n'est pas pour la refuser à Renault, mais il faut regarder... C'est ce qu'il est en train de faire, le président de Renault? C'est pas du chantage, c'est en même temps, il essaye de montrer l'adaptation qui doit être celle de son entreprise, et nous sommes dans une situation de lui dire que l'emploi n'est pas la variable d'ajustement, et que quelquefois, il ne faut pas, derrière ces questions d'emploi, cacher des questions qui ont été des questions de stratégie, et peut-être des interrogations qu'il y a à avoir sur la stratégie de l'entreprise même. Et une semaine à peine après avoir signé l'accord, le fameux accord historique selon François Hollande, entre le patronat et le syndicat, là, il se trouve entaché. C'est un coup de canif, finalement. Mais non, mais cela montre bien que cet accord, il est là parce que la situation est difficile. Nous n'aurions pas eu besoin d'un accord avec les partenaires. Il n'a pas respecté l'accord. Et pourquoi il n'est pas respecté? Il n'y a pas eu de discussion préalable entre les syndicats et l'entreprise. Non, mais attendez, là nous sommes dans un accord qui a été discuté dans l'entreprise et dans une décision d'entreprise qui a été faite bien avant l'accord avec les partenaires sociaux. Et donc il ne faut pas prendre cet exemple pour essayer d'entacher un accord qui est un compromis historique tel qu'il n'y en a jamais eu dans notre pays et qui va permettre plus de sécurité pour les salariés. Des accords à minima. Accord à minima, moi j'ai vu que tous les syndicats sont restés autour de la table jusqu'au bout. Et j'ai vu qu'il y avait des sécurités pour les salariés comme on n'en a jamais mis en place dans une autre période, même quand il n'y avait pas la crise. En matière de santé, en matière de formation, en matière de droit au chômage. Et donc c'est un bon accord qui est là pour les salariés et un accord qui permet aux entreprises, dans des périodes difficiles, de mieux s'adapter. Alors cet accord, il sera présenté à l'Assemblée en avril, en procédure d'urgence. Est-ce qu'il sera transposé en projet de loi quasiment dans les mêmes termes? Mais pas quasiment. Dans les mêmes termes. Alors bien entendu, il y a une transposition juridique. Mais il y aura peut-être des amendements, mais ce que je dis, c'est que... gauche, par exemple? Non, il y aura des volontés peut-être de le faire. Mais enfin,
quelle crédibilité aurions-nous à avoir souhaité une conférence sociale, à vouloir un accord, à dire que nous respecterions cet accord, si au bout du compte, nous étions dans une transposition qui ne respecte pas la discussion qui a eu lieu? Et donc la démocratie sociale, elle ne se substitue pas à la démocratie politique, mais il doit y avoir une crédibilité, une concordance. Quand les députés disent qu'ils ne veulent pas être des députés godillots. Mais nous ne sommes pas des godillots quand nous mettons et quand nous respectons les partenaires sociaux. C'est une façon de faire de la politique qui correspond à une démocratie plutôt évoluée. Pourquoi toujours être dans le rapport de force? Pourquoi penser que dans une période de crise, le patronat et les syndicats ne sont pas en situation de nous dire la façon dont ils pensent qu'il faudrait avancer? Pourquoi n'aurions-nous pas à apprendre des syndicats et des partenaires sociaux? Moi, je ne suis pas dans la stratégie qui était la stratégie de la tension permanente que nous avions auparavant, ni dans une stratégie qui consiste à dire que la majorité a toujours raison à l'Assemblée nationale parce qu'elle est majoritaire. Sans trop de discussions, donc sans trop de discussions à l'Assemblée. Mais il y aura ce des que vous discussions préconisez. et la seule discussion, elle tiendra à bien vouloir vérifier sur chaque point que l'objectif qui est mis en avant, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. À partir du moment où nous arriverons à convaincre que tout ce qui est dans l'accord facilite aujourd'hui le maintien dans l'emploi, sécurise les salariés et permet aux entreprises de mieux s'adapter, c'est-à-dire de mieux favoriser l'emploi et la lutte contre le chômage, alors nous respecterons bien entendu tout ce qui est dans l'accord. Bruno Leroux, je vous propose de terminer cette émission avec ce qu'on va appeler le coup de gueule de la semaine, celui d'une sénatrice en plein débat sur le nouveau mode d'élection des conseillers départementaux. Regardez cet échange et écoutez l'échange dans l'hémicycle au Sénat. S'il vous plaît, mes chers collègues, ne faisons pas d'obsession sexuelle collective. Est-ce que la parité doit se mesurer au 50-50? Et je pense que cette discrimination positive, on aurait pu, sinon la mettre, ne pas la faire, au moins la maintenir pour un scrutin et 6 ans après, on revient à une situation plus normale. Je crains que celui de ce matin soit un débat qui soit terriblement régressif. J'irai voir... Pardon? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Vous venez de dire, parce que des fois que ce ne serait pas au JO, vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana? Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Sido, je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette Assemblée. Bruno Leroux, c'est là qu'on se dit que la parité, c'est peut-être très très loin d'être gagné finalement. Bien entendu. Et il y a toujours les mêmes comportements. Et ils viennent toujours des mêmes bancs. Vous n'avez pas besoin de dire qu'il s'agit de 2 sénateurs du groupe UMP qui faisaient ces réformes. Et à chaque fois que nous avons essayé de faire progresser la parité, d'abord c'était toujours la gauche. Toujours la gauche. Et il y avait toujours cette même chose qui était dite, comme quoi ça ne servait pas à grand-chose, que de toute façon la nature referait les choses au fil du temps, que les compétences n'étaient peut-être aussi pas là, avec des remarques telles qu'il y a là. Et nous voulons à tout prix faire en sorte que sur tous les modes de scrutin, il puisse y avoir le plus vite possible la parité. L'égalité homme-femme dans la vie professionnelle, ça sera un projet de Najat Vallaud-Belkacem dans les prochaines semaines. Et nous ne lâcherons rien sur cette question de l'égalité homme-femme. Bon, et ben, le combat continue, c'est une bonne chose. Bruno Leroux, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon week-end à tous. Au revoir.